Cette vidéo fait partie d'un cours complètement gratuit que vous pouvez suivre sur www.luquet.com. Vous aurez l'intégralité des vidéos visant à préparer l'examen du DALF C2. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like, vous pouvez également vous abonner et la partager sur vos réseaux sociaux. Un édito. Alors ensemble, aujourd'hui, on va voir comment on fait. Je vais prendre des textes que vous pouvez lire d'ailleurs sur mon site et on va les lire ensemble. On va prendre des notes et on va essayer de construire notre édito à partir de ces textes. Alors je vous rappelle, l'épreuve du DALF C2, à l'écrit, vous n'avez que 3h30. Alors c'est assez long pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais il ne faut absolument pas perdre de temps. Et la première chose qu'il faut voir, c'est que la lecture des textes ne doit pas vous prendre plus d'une demi-heure. Alors attention, la lecture des textes, elle vous permet d'avoir des éléments de départ, mais il n'est pas question de faire une synthèse avec tous ces textes, de reprendre toutes les idées, de les croiser. Il est vraiment question, dans l'édito, de pouvoir construire votre propre argumentaire à partir des textes, bien sûr. Donc normalement, le contenu des textes ne doit vous servir que pour introduire le sujet. Donc c'est pour ça que une petite demi-heure pour pouvoir lire les textes, prendre des notes, c'est amplement suffisant. Alors la prise de notes, également, il faut faire très attention. Moi, je suis partisan d'une prise de notes qui est la plus concise possible. C'est-à-dire qu'on va avoir une vingtaine de lignes maximum. Bon, je dis à peu près, mais il ne faut pas que ce soit 3 ou 4 pages, parce que ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas vous relire. Cette prise de notes vous sert à garder les idées importantes, les exemples qui seront pertinents pour pouvoir introduire votre sujet, mais votre édito complet ne va faire que 700 ou 800 mots, donc vous n'avez pas besoin d'avoir 4 pages rien que pour l'introduction. Alors les textes, vous les avez avec vous sur mon site, bien évidemment. Et à partir de ces textes, vous avez vu que le premier texte correspond à une interview. Alors, quelle que soit la forme, ça peut être une interview, ça peut être un article, on se fiche de savoir quelle est la forme de ce texte. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le contenu. Dans votre édito, vous n'aurez pas besoin de préciser de quel document est issue une idée que vous aurez relevée. Vous n'aurez pas besoin de préciser quelle personne a dit telle citation. Vous n'aurez pas besoin non plus de dire quel est l'auteur de l'article ou du document que vous avez lu. Vous pouvez éventuellement citer un personnage illustre. Illustre, ça veut dire qui est connu. Vous pouvez noter cet adjectif d'ailleurs pour vous. Donc si c'est un personnage illustre, un président, un ministre par exemple, que l'on connaît bien en France, ce sera toujours apprécié de voir son nom apparaître et de voir sa citation. Alors vous regardez mes notes et vous voyez que dans le premier texte, j'ai noté que c'était une différence entre les villes et villages. Donc pour les villes, j'ai noté que c'était à partir de 2000 habitants. Un habitat continu, il y avait cette idée qui était assez intéressante. Il y avait le vivre ensemble et le pouvoir. Voilà, c'est vraiment les idées qui m'ont frappé pour décrire la ville. Et puis, du côté village, on avait la campagne, les champs, qui est différent d'ailleurs de la nature et de l'aspect sauvage, oui, parce qu'il y a un aspect naturel avec les animaux sauvages. Et puis de l'autre côté, on a des champs, une campagne qui a été colonisée par l'homme. L'une des personnes qui a été interviewée a mis cette différence en avant, donc je l'ai noté ici. Et puis on avait la campagne, c'est le calme. Donc voilà, le texte 1, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'idées, mais je les ai relevées ici. Par la suite, le texte 2, c'est un extrait d'article où l'on exprime la vie à la campagne. On exprime peut-être les bienfaits de la vie à la campagne. Je sais que c'est un extrait d'article puisque c'est moi qui l'ai coupé. Dans ce petit article, on a l'idée que la campagne, c'est la liberté. Voilà, si on lit vraiment le texte, on voit qu'il y a ça. Par contre, on voit qu'il y a certains regrets. Moi j'ai noté ça, alors j'ai noté d'une manière générale. Voilà, dans ce texte, en fait, il dit qu'on veut changer de la vie citadine à la vie campagnarde et on imagine que c'est bien, mais parfois certaines personnes ne connaissent pas la vie à la campagne et peuvent avoir certains regrets. Alors peut-être que les amis viennent moins souvent, peut-être que
il n'y a pas autant de services dans une campagne. Voilà, j'ai noté ça, j'ai noté que changer pour la campagne peut conduire à certains regrets. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Voilà, c'est ce que dit cet extrait d'article. Ensuite, le troisième document est vraiment le document qui nous intéresse puisqu'il parle de l'étalement urbain et il parle des méfaits de l'étalement urbain. Les méfaits, ça veut dire les choses qui ne sont pas bien. Vous pouvez également noter ce mot de vocabulaire. Dans cet article, j'ai noté « On lutte contre l'étalement urbain depuis 20 ans ». J'ai noté Nicolas Hulot qui est un ancien ministre de l'écologie. Il a fait, je crois, 1 an à peu près. C'était un personnage très célèbre car il animait une émission qui était liée à la nature et quand il est venu ministre de l'écologie, on a pensé qu'il y aurait des choses assez formidables qui pourraient se passer, mais en réalité, Nicolas Hulot a été contraint par l'administration et par les rouages de la politique et il n'a pas pu faire vraiment ce qu'il voulait. Donc voilà, en tout cas j'ai noté ce personnage parce qu'il est très important, je pense, dans le climat français. Donc lui, il a dit en disant l'équivalent de la Seine-et-Marne a été colonisé, donc c'est assez important, on voit qu'il y a une surface qui est très importante en France, où on est passé de la nature à de la vie citadine ou de la vie de village. Voilà, donc c'est pas le même environnement. Ensuite, j'ai noté « On désire tous une maison et un jardin ». L'étalement urbain pose des problèmes esthétiques et écologiques, ça on l'a bien dit dans le texte. On a également des difficultés administratives et je vous donne là un terme qui est très intéressant, le millefeuille administratif. Ça veut dire c'est les couches d'administration supplémentaires. Quand on veut faire une procédure, par exemple quand on veut construire une maison ou quand on veut faire un aménagement, il y a des difficultés car on va devoir déposer un dossier à la mairie, il y aura peut-être des dossiers à déposer également à la préfecture, au département. Voilà, il y a tout un tas d'administrations qui se superposent et qui font un millefeuille, comme le fameux dessert. Et c'est ce qu'on appelle le millefeuille administratif, donc ça vous l'entendez très couramment dans les débats. Et vous pouvez utiliser ce terme pour évoquer les complications de l'administration. La vie urbaine est chère. Voilà, on a un aspect économique. La construction en ville et les projets en périphérie sont en augmentation. Environ 7 Français sur 10 veulent une maison avec jardin. Ça rejoint l'idée que j'ai évoquée un petit peu au-dessus. Mais là, on a un chiffre qui est plus précis, donc c'est intéressant. Les aides financières encouragent l'étalement urbain. Et ça, c'est vrai. Souvent, l'État propose des aides pour rompre les inégalités, pour permettre à toutes les personnes d'accéder, par exemple, à un bien immobilier ou d'accéder à un confort. Et en donnant ces aides, eh ben, on encourage certaines pratiques qui, aujourd'hui, provoquent un étalement urbain incontrôlé et qui provoquent des dégâts sur l'écologie. Ça, on le verra dans mon édito. Ensuite, on parle du plan Action Cœur de Ville depuis 2018. Alors, le cœur de ville, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on a des grosses villes et puis on a des petites villes. Et ensuite, on a des villages. Donc, les grosses villes, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'appartements loués, vendus. Donc, on a de l'activité, il y a de l'humanité dans les grandes villes. Par contre, les petites villes de 20 000 habitants, par exemple, ce sont des villes qui souvent se désertifient. Les gens vont vivre un peu plus à l'extérieur, à la campagne, justement pour avoir ce fameux jardin. Et les centres-villes qui disposaient de magasins, des magasins de vêtements, des magasins de jouets, par exemple, se voient désertés, il n'y a plus assez de clients. Et c'est pour ça que les maires, et d'une manière générale, l'État français souhaite revigorer ces centres-villes. Et ici, donc, ils ont prévu un plan Action Cœur de Ville. Donc, ils ont des financements qui permettent de créer des aménagements ou qui permettent de rénover les centres-villes pour faire revenir les touristes, pour faire revenir les habitants en centre-ville. Voilà, je vous donne des informations en plus, mais quand vous lisez vos textes, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les informations. Il y a peut-être des choses que vous n'aurez pas. Vous aurez peut-être un manque de culture si vous n'avez pas forcément suivi toutes mes vidéos ou si vous n'avez pas pu voir suffisamment de débats. Mais en tout cas,
l'important c'est d'avoir un maximum d'idées générales. Moi je les ai à peu près toutes relevées, mais il se peut très bien que vous en manquiez, mais c'est pas grave. On est bien d'accord, tous ces textes vont nous permettre de créer une introduction. Après, on va construire nos arguments à partir de ça. Ensuite, on évoque la désertification des centres-villes. Donc ça, c'est ce que je viens de dire avant. Donc ça se confirme. On a l'exemple de la mairie de Roubaix qui a mis en vente des maisons à 1 € pour pouvoir revitaliser la ville, pour pouvoir faire revenir des personnes. Donc on voit que c'est des projets qui sont quand même assez intéressants. Les gens peuvent acheter une maison pour 1 € et habiter toute leur vie. Ils sont tenus d'habiter pendant 6 ans, mais ils peuvent bien sûr rester dans leur maison après les 6 ans. On a des projets d'intensification, par exemple un terrain pour 2 maisons. On va essayer de ne pas créer des nouveaux terrains constructibles, on va plutôt construire sur les terrains qui existent déjà. Je vous rappelle, peut-être c'est pareil dans votre pays, quand on achète un terrain, au départ, le terrain peut être agricole, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de recevoir de construction. Et après, la mairie peut décider de rendre ce terrain constructible. Et à ce moment-là, on peut construire des maisons. C'est pour ça que le terrain agricole n'est pas cher, le terrain constructible est beaucoup plus cher. Et c'est ce qui fait que des gens parient parfois, ils achètent beaucoup de terrains agricoles en pensant qu'ils vont devenir constructibles dans un avenir proche. Et enfin, on évoque le logement participatif. Alors, à cette prise de notes, j'ajoute des idées qui me sont personnelles et qui me viennent tout de suite quand j'ai lu les textes. Et j'ajoute qu'il y a le coronavirus qui est présent. Alors en ce moment, avec le coronavirus, on voit que les gens veulent partir à la campagne parce que pendant le confinement, ils étaient enfermés dans des appartements et il y en a, pas beaucoup, mais quelques-uns qui ont choisi de déménager de la ville et de s'installer à la campagne dans une villa ou dans une masure. Donc ça, c'est un élément, peut-être je vais l'utiliser, je ne suis pas sûr, mais je le note ici parce que l'idée me vient immédiatement. En plus, le coronavirus encourage le télétravail. On a des bureaux qui sont vides dans les villes et peut-être que tous ces bureaux vides vont peut-être ramener des nouvelles habitations. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on peut imaginer qu'il va y avoir une petite transformation du climat urbain en France dans les prochaines années. Voilà, donc je rajoute ces idées, ça va peut-être me servir, je vais voir comment je l'utilise. Alors je réinsiste bien, la lecture des textes, vous les lisez en une seule fois, vous notez les idées principales sur un brouillon, une seule fois. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas vraiment, on passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et il faut que ça dure à peu près une demi-heure maximum. À partir de ces idées principales, je vais pouvoir construire mon édito. Alors ici, comme on évoque l'étalement urbain, on va chercher à savoir est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes, est-ce que c'est gérable, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quelles solutions on pourrait mettre en place. Voilà, là c'est vraiment un problème, donc on va pouvoir le traiter en cause, conséquence, solution. Mais dans l'édito, il y a une structure bien précise qui est que d'abord, on doit donner les éléments factuels, les éléments de l'actualité, et on doit dire qu'est-ce qu'on a constaté. Et on va essayer d'être le plus neutre possible. L'introduction d'un édito, c'est vraiment comme un article. On essaye d'être le plus neutre possible. En termes de nombre de mots, au DALF C2, on vous demande un minimum de 700 mots, aujourd'hui en tout cas. 700 mots, il y a 5 parties à l'édito, donc il faut que ça fasse à peu près 150 mots pour chaque partie. Je vous propose d'étudier mon plan. Donc dans la première partie, on fait ce petit article. Donc je vais proposer un état des lieux par rapport à ce que je viens de lire, un état des lieux de l'étalement urbain. Je vais bien évidemment souligner le fait que c'est un désastre pour l'écologie parce que le plus gros article nous montre quand même pas mal d'éléments en ce sens. Avec l'édito, dans la deuxième partie, on va présenter les arguments de la partie adverse. Ça veut dire que moi j'ai une certaine opinion et il y a une partie adverse qui a une autre opinion qui est contraire à la mienne. Et je présente ces arguments dans cette partie. Donc ici, les arguments contraires, je vais
évoqué le fait que la vie à la campagne, c'est bien pour les enfants, c'est la liberté, voilà, c'est une sorte de confort personnel. On ne réfléchit pas vraiment à ce qui se passe sur l'écologie, on ne réfléchit pas vraiment à la vie en société, on regarde son aspect personnel, son confort personnel, et on se dit que la vie à la campagne c'est bien. Donc je vais le présenter sous cet angle-là, ce qui me permettra de démontrer justement que cette idée du confort personnel, elle rentre en contradiction avec le confort de la société et le bien-être ensemble, ou le bien vivre ensemble. Donc tout d'abord, je vais dire que dans la vie à la campagne, tout n'est pas vert, il y a parfois des inconvénients. Et puis, je vais aussi évoquer le fait que la vie à la campagne, ça dénature le patrimoine naturel. Plus on va construire sur la nature, forcément, plus on perd des forêts, plus on perd de l'espace pour les animaux sauvages. Et ça, c'est un problème écologique et ce sera un problème peut-être dans le futur pour le pays. Voilà, je vais vraiment évoquer cette sollicitation des sols. Quand on construit plus de maisons, quand il y a plus d'habitants, on va devoir pomper plus d'eau dans les cours d'eau. On va également salir beaucoup plus l'environnement. Donc ça, je vais essayer de l'évoquer dans cette troisième partie pour démonter les arguments de la partie adverse. Alors ma solution, elle n'est pas d'interdire aux gens de s'installer à la campagne, elle est plutôt d'encadrer ce mouvement. Ma solution, elle n'est pas d'interdire aux gens d'aller s'installer à la campagne, elle est plutôt d'encadrer ce mouvement, c'est-à-dire qu'il faut fixer des règles pour qu'on puisse absorber vraiment cet afflux de personnes qui viennent s'installer à la campagne. Alors pour cela, je propose de redensifier les villages, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans l'article 3. Il faut assurer des transports en commun efficaces, le train par exemple, parce que quand on va s'installer à la campagne et qu'on travaille toujours en ville, on a besoin d'une voiture pour circuler et on sait que la voiture c'est très polluant, donc moins il y aura de voitures, plus on aura des transports qui sont mis en commun, des bus, des trains, plus on aura moins on aura un impact écologique important, donc on peut trouver un juste milieu. Ensuite, je vais évoquer une idée qui me tient à cœur, c'est le fait qu'on peut limiter la taille des bâtiments. Avoir une maison de 400 mètres carrés pour un couple, c'est quand même assez aberrant. On pourrait penser par exemple que plusieurs familles puissent s'installer dans une même maison. Pour les petites maisons, on pourrait imaginer qu'un étage supplémentaire serait construit pour abriter une nouvelle famille. Voilà, l'idée c'est qu'on vive un peu plus proche. On n'est pas tout à fait comme en ville, on reste quand même à la campagne, on a des jardins, mais on n'exagère pas dans la taille des bâtiments. Voilà, à la fin, je vais utiliser un argument coup de poing pour pouvoir tenir le lecteur jusqu'à la fin. L'argument coup de poing, je vais citer Nicolas Hulot, qui est un très bon argument, je trouve, avec la taille d'un département qui a été colonisé par l'homme. C'est une image qui est très importante, donc je vais l'utiliser à la fin. Cette citation, j'étais tenté de l'utiliser dès l'introduction, voire pendant le développement. Mais c'est vrai que si je le garde par la fin, ça finit vraiment mon édito d'une manière percutante. Alors voilà, je vous ai donné le plan. Maintenant, je vais vous lire mon édito et je vais vous faire quelques commentaires pour que vous puissiez comprendre les petites astuces que j'ai utilisées dans cet édito. Depuis plusieurs années, le visage de notre douce France a bien changé. Alors ici, Douce France, c'est en référence avec une musique de Charles Trenet que vous pourrez trouver sur YouTube par exemple. Mais voilà, ça fait une petite introduction sympathique. Donc depuis plusieurs années, le visage de notre douce France a bien changé. Les routes qui parcouraient la campagne entre les villages aux clochers emblématiques se sont peu à peu laissées envahir par les lotissements et les zones commerciales. J'utilise ici l'image du clocher car c'est vraiment très typique des villages français et quand j'étais petit, quand on dessinait un village, il y avait toujours ce fameux clocher au milieu. L'accès à une maison avec jardin semblait l'aboutissement d'une vie normale. C'est vrai que tout le monde semble vouloir accéder à une maison avec jardin. C'est ce qu'on retrouve dans les articles où on voit qu'il y avait 7 Français sur 10 qui souhaitaient une maison avec jardin.
Même s'ils apprécient l'offre de services en ville, 7 Français sur 10 se déclarent favorables à un déménagement vers la campagne. Voilà, bon, j'évoque le chiffre. Retour aux sources pour certains, désir d'évasion pour d'autres, la campagne séduit. Vous voyez notamment que mes phrases ne sont pas si difficiles que ça. Parfois, il y a un peu de vocabulaire qui est recherché, mais elles ne sont pas si difficiles que ça. Cet engouement pour le verre cache pourtant une réalité qui est loin de satisfaire les professionnels de l'environnement. Encouragés par des aides d'État, cet afflux massif de citadins qui viennent s'installer à la campagne exerce une pression non négligeable sur les espaces de nature. Pour loger tout le monde, les constructeurs bâtissent des logements et pour ce faire, on artificialise les sols. On grignote sur un espace naturel qui se réduit comme peau de chagrin. Ici, vous avez vraiment une introduction qui est très journalistique, vous avez du vocabulaire qui est recherché, il y a quelques expressions, la dernière, comme se réduire comme peau de chagrin, c'est une expression. Il y a des images qui sont très fortes, il faut utiliser les images, ça c'est très important. Le village avec le clocher, les constructeurs qui bâtissent des maisons, on grignote sur le sol. Voilà, ça c'est des images qui permettent de se plonger un peu dans le problème. Si vous utilisez la perception, ça peut être la vue, ça peut être l'odorat, vous verrez que dans la suite je vais utiliser un peu ces perceptions sensorielles. Si vous utilisez tout ça, vous faites un récit qui est beaucoup plus riche. Donc c'est vraiment une astuce d'écrivain, mais vous pouvez l'utiliser dans votre édito. Donc voilà, mon introduction fait 157 mots. J'avais dit à peu près 150 par partie, donc là on est parfaitement dans le nombre. Je passe maintenant à la partie 2, qui sont les arguments de la partie adverse. Les défenseurs de la vie à la campagne vont immédiatement arguer du fait que leurs parents ont pu vivre en harmonie dans leur village. La phrase est un peu difficile peut-être, mais vous pouvez faire des phrases un peu plus simples, il n'y a pas de problème. Moi j'ai essayé de vous faire vraiment une phrase qui est digne d'un journal. Cet endroit fut d'ailleurs le lieu de leur naissance et le berceau d'une enfance heureuse. Le berceau d'une enfance heureuse, c'est une petite expression qui peut être sympathique à utiliser. On peut effectivement brosser un tableau pour le moins idyllique lorsqu'on évoque la vie dans un village français, entre l'odeur du pain chaud qui s'échappe de la boulangerie, les bonjours madame monsieur sur la place du marché, les jardins des maisons dans lesquelles les enfants jouent à cache-cache, les petites routes où il est aisé d'entreprendre des balades à pied ou à vélo. La vie à la campagne ne peut que conquérir les petites familles qui recherchent un havre de paix. Cette phrase, elle est très longue, on le voit, mais vous voyez que c'est des images. J'ai fait vraiment comme dans un livre où on va chercher la perception. Je vous ai donné de l'odeur, je vous ai donné du son avec les bonjours madame, monsieur. Je vous ai donné des images, les routes sur lesquelles on peut faire des balades. Voilà, vous avez vraiment plein d'images en une seule phrase. Alors, c'est encore une fois, vous pouvez faire des petites phrases. Là, ça allait bien de faire une suite d'images comme ça. Je les ai mis en une seule phrase. Avec une couverture complète de l'administration publique sur l'ensemble du territoire, on retrouve sensiblement les mêmes services, bureaux de poste, banque, école ou transport en commun. Donc là, c'est pareil, je réponds à une objection. On pourrait dire, dans la ville, on a plein de services et dans les villages, on n'a pas suffisamment de services. Donc là, je réponds à cette objection. C'est vrai, dans les villages, on a quand même suffisamment de services administratifs, de services publics, et on retrouve tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre presque comme en ville. Il est vrai qu'on trouve moins de travail qu'en ville, mais il est si aisé de se rendre dans une zone industrielle ou même en centre-ville pour exercer sa profession. Voilà, c'est assez simple, on a vraiment les arguments de la partie adverse, ça fait 178 mots. 178 mots, c'est parfait, hein. Entre 150 et 200 mots, on est bien. 150 mots, c'est pour se donner un cadre, mais on peut faire un peu plus, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, dans ma troisième partie, je vais démonter ces arguments. Donc je vais montrer qu'ils ne sont pas corrects, ou du moins que j'ai une opinion qui est différente, et je vais essayer de prouver pourquoi j'ai plus raison. Alors, la plupart des citadins qui s'installent à la campagne considèrent l'aspect heureux de ce grand changement, mais ils semblent oublier que leurs amis restés en ville ne leur rendront que de rares visites au début, et ne prendront même plus la peine de venir les voir après quelques années.
La campagne isole. Ensuite, ils ne prennent souvent pas conscience de la situation aberrante dans laquelle ils plongent le milieu rural en venant s'y installer en masse. On peut citer la surface des sols couverts par le béton et les milliers d'animaux obligés de fuir pour s'installer ailleurs, à défaut de mourir de faim. On peut également citer les nombreux cours d'eau dont le débit est insuffisant pour absorber les rejets d'une telle concentration humaine. Vous notez également ici tout le vocabulaire qui a été utilisé et qui est assez riche. Bien sûr, je suis français, je lis régulièrement, donc c'est pour ça que je peux utiliser des mots. Mais vous également, vous avez sans doute des phrases avec du vocabulaire qui vous est propre que vous pouvez réutiliser ici. Donc on essaye de montrer qu'on a une richesse de vocabulaire toujours. La longueur des phrases importe beaucoup moins que la richesse du vocabulaire. Si vous utilisez le mot juste, le nom et le verbe qui va bien ensemble, ça sera beaucoup plus riche qu'une phrase qui est très longue et qui utilise un vocabulaire pauvre. Donc là, pour résumer, on voit bien que j'ai vraiment montré l'aspect négatif de l'étalement urbain. Enfin, sur un aspect esthétique, on soulignera l'altération de nos charmants villages faits de maisons sages. Alors, les maisons sages, c'est encore une fois une parole de la musique de Charles Trenet, Douce France. Vous pourrez l'écouter, vous retrouverez ces paroles. Les zones industrielles et commerciales viennent s'agglutiner à l'orée des bourgades en assumant un style contrastant avec le décor bucolique. Donc là, ici également, il y a beaucoup de mots de vocabulaire, peut-être que vous ne connaissez pas forcément, mais j'essaye d'utiliser des synonymes. Un village, ça peut être une bourgade, ça peut être un hameau, voilà, on va essayer d'utiliser des synonymes pour ne pas utiliser les mêmes termes. Donc ça, c'est une astuce, si vous avez vraiment du temps, essayez de voir les mots qui sont très communs, par exemple ville, village, c'est des mots qui sont très communs, personne, voiture, c'est des mots qui sont très communs. Essayez de regarder s'il y a des synonymes. Il y a un site internet qui s'appelle synonyme.com que j'utilise tous les jours et on peut trouver des synonymes adaptés à chaque situation. Donc voilà, vous voyez ici, j'ai vraiment posé 3 arguments. Le premier, c'est le fait de dire que les amis ne viennent pas voir les gens qui sont installés à la campagne. Du moins, on va s'isoler, voilà, c'est ça l'argument phare. Le deuxième argument, c'est le fait que l'étalement urbain exerce une pression forte sur le milieu naturel. Ça, c'est vraiment l'argument le plus fort, je pense, dans toute ma démonstration. Et c'est pour ça que j'ai passé un petit peu plus de temps à décrire cet argument. Et enfin, j'ai souligné l'aspect esthétique, qui est également un argument qu'on peut reprendre, parce que la France, c'est aussi une image esthétique. Quand on se rend dans des pays étrangers, souvent les gens disent que la France est un beau pays. C'est vrai, mais c'est justement parce qu'on avait su jusqu'à présent conserver un milieu rural avec des villages qui sont typiques de la France. Et avec l'étalement urbain qui s'accélère aujourd'hui, on a une transformation de ce milieu et on risque de perdre notre image de beauté de la France. Donc voilà, 3 arguments qui vont contre la partie adverse. Alors maintenant, je vais passer à la 4e partie. C'est une partie qui est un peu plus longue, il y a mes solutions, mais c'est pas grave, si elle est un peu plus longue, je vais un petit peu rogner sur la conclusion, parce que la conclusion, elle n'a pas besoin d'être très très longue. Quand j'ai dit 150 mots, souvent la conclusion va faire plutôt 100-120 mots. C'est vraiment pour conclure. Cette partie solution, c'est vraiment la partie la plus intéressante, parce qu'elle démontre votre point de vue propre. Elle montre vraiment quel est votre point de vue sur cette question, comment vous voudriez améliorer les choses. Avec les arguments avant, déjà on avait le point de vue, on avait l'idée qu'est-ce qui n'est pas bien dans la partie adverse, mais maintenant on va pouvoir dire qu'est-ce qu'on propose de faire, comment on passe à l'action. Nous le constatons, l'étalement urbain prend des proportions insoutenables pour le milieu rural. Dans un même temps, le confinement de mars 2020 a intensifié ce besoin qu'ont les Français à vouloir rejoindre la vie rurale. Vous voyez, je réutilise mon coronavirus ici même. Il semble que cette tendance ne soit pas prête de s'inverser. Dans un climat de tension avec la crise du Covid-19, il sera malvenu de la part du gouvernement d'essayer d'endiguer le problème par des interdictions. Ici, je fais un rapprochement avec l'actualité parce que pendant le coronavirus, en toute cette crise qui dure depuis plus d'1 an à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le gouvernement interdit beaucoup de choses
pour éviter la propagation du virus. Et ça fait pas du tout plaisir aux Français, ils se révoltent bien souvent et on entend une gronde qui monte de la part du peuple français. Donc ici j'utilise cet élément d'actualité pour le recentrer là-dessus. Si on crée encore de nouvelles interdictions, ça ne va vraiment pas plaire et les Français vont peut-être voter pour une autre personne aux prochaines élections. Donc je le réutilise ici. Il serait plus prudent d'accompagner le mouvement et de prendre des mesures visant à encadrer l'installation des citadins à la campagne. Voilà, plutôt que d'interdire, on va essayer d'accompagner le mouvement. On va essayer de ralentir un peu, mais on ne va pas bloquer complètement l'installation des citadins en milieu rural. Une maison de 400 m² pour un couple de retraités relève de l'absurdité. Même s'il semble malvenu d'interdire à des personnes riches de construire de véritables châteaux, compte tenu de la pression qu'ils exercent sur le milieu naturel de tous les Français, il serait de bon augure qu'ils participent financièrement à l'aménagement des villégiatures dans des proportions semblables au confort dont ils jouissent. Alors là, la phrase est assez compliquée, je vous l'accorde, mais l'idée est de dire que s'il y a des gens qui peuvent construire des grandes villas, on ne va pas forcément leur interdire, mais on va leur dire « Attention, si vous construisez une grande villa comme ça, vous êtes en train de manger sur l'espace naturel du pays, autrement dit sur l'espace naturel dont tous les Français pourraient profiter. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de payer pour ceux qui n'ont pas accès à cet espace. » Voilà, on crée une sorte de taxation sur les villas ou sur les habitations qui sont trop grandes par rapport à une taille moyenne. On pourrait tout simplement renforcer les taxes sur le foncier afin de rendre compte du privilège offert par une grande surface. Le foncier, ça veut dire l'habitation, le fait d'avoir une construction. Quand j'ai acheté un bâtiment, quand j'ai acheté une maison, j'ai acheté du foncier. Voilà, c'est ça. Donc quand on parle de taxes sur le foncier, ça veut dire des taxes sur la construction. Ensuite, on pourrait encourager les propriétaires à séparer leur logement en deux ou à bâtir un étage supplémentaire afin d'accueillir une nouvelle famille. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit dans la présentation du plan. On peut proposer des aménagements pour utiliser ce qui est déjà existant et permettre à plus de personnes de vivre à ce même endroit. D'une manière générale, il faut encourager les gens à vivre dans des habitations dont les dimensions seront plus modestes. Donc modeste, ça veut dire plus petit, moins exagéré. Donc voilà, la partie des solutions fait 222 mots, c'est assez conséquent. C'est nécessaire parce qu'il faut vraiment présenter ces solutions. Ici, on ne donne plus vraiment des arguments, mais on propose des idées et c'est important de les expliquer le plus clairement possible. Donc encore une fois, j'ai fait des phrases qui étaient relativement longues, mais vous pouvez très bien faire des phrases plus courtes, c'est le vocabulaire qui est le plus important. Allez, je passe maintenant à la conclusion. L'ancien ministre de l'écologie, le célèbre Nicolas Hulot, affirmait qu'en France, la surface d'un département avait été colonisée par l'être humain en l'espace de 10 ans. Il peut sembler dérisoire à certains d'échanger leur confort de vie contre un bienfait pour le milieu naturel, et pourtant, c'est le confort de vie de nos enfants que nous hypothéquons. Chaque mètre de terre perdu sous une surface de béton est presque perdu à jamais. Si l'on veut continuer à vivre en harmonie avec la nature, il y a lieu de passer à l'action le plus rapidement possible. J'ai essayé de marquer ma conclusion avec un élément fort, donc la citation de Nicolas Hulot, et j'ai évoqué une image très forte, une image noire, en montrant que chaque mètre carré qui est construit est perdu pour toujours. Donc ça va marquer forcément le lecteur de cet édito, et il aura tendance à vouloir me suivre parce que l'image est assez forte à la fin. Donc vous voyez, l'édito, c'est finalement pas si compliqué si on retient déjà bien la structure, si on utilise un vocabulaire qui est riche et varié, là vous aurez un bon édito. Alors faites attention avec les synonymes, parfois les contextes ne permettent pas certains synonymes et on a un sens qui est un peu différent où on comprend que vous êtes étranger. Donc il faut bien essayer de trouver des phrases, soit dans les journaux ou sur Google parfois,
Quand vous avez un mot qui est synonyme, vous allez avoir par exemple voiture et véhicule, et bien vous cherchez véhicule dans Google et vous regardez s'il y a une phrase qui existe comme ça. Ça aide, ça permet de voir dans quel type de phrase on peut l'utiliser. Vous notez également, alors je vous le redis, mais vous notez que je n'ai jamais utilisé la première personne dans l'édito, et ça c'est important. Ce n'est pas une personne qui parle, l'édito c'est signé par un journal, donc c'est plusieurs personnes, et on ne va jamais évoquer son auteur. Voilà, maintenant la formation est finie, vous allez pouvoir passer vous-même à votre propre édito et vous pourrez bien sûr me l'envoyer. Et vous n'aurez qu'à suivre les instructions qui sont sur mon site pour m'envoyer votre édito. Je vous le corrigerai, je vous mettrai des recommandations, je vous corrigerai les fautes d'orthographe, je vous corrigerai également le vocabulaire, je vous préciserai si certains mots vous les utilisez mal, je vous proposerai bien sûr des exemples de phrases avec les mots de vocabulaire qui sont adaptés. J'espère que vous allez très bien faire votre édito et je vous dis à très bientôt dans une prochaine formation.